Je m'appelle Harrison et j'ai 32 ans. Il y a 3 ans, j'ai vidé toutes mes économies, liquidé mes portefeuilles d'investissement et sacrifié mon propre avenir pour sauver les biens immobiliers de mes parents d'une saisie immédiate. J'ai fait cela parce que mon jeune frère avait dilapidé 40 000 $ de leur argent de retraite sur des sites de paris illégaux à l'étranger et dans des crypto-monnaies sans valeur. J'étais le bon fils, le fils capable, celui qui travaillait d'arrache-pied 60 heures par semaine à l'hôpital pour leur garder un toit sur la tête. Alors que je me noyais dans un stress chronique, sacrifiant ma propre santé mentale pour maintenir unie cette famille extrêmement toxique, mon père m'a regardé droit dans les yeux lors d'un dîner dominical, a frappé du poing sur la table de la salle à manger et a hurlé que j'étais un monstre toxique. Il m'a dit d'arrêter d'essayer de réparer les erreurs de mon frère. Il m'a dit de le laisser tranquille et de l'accepter tel qu'il était. Il m'a humilié, a rabaissé mon salaire et a complètement invalidé mon existence devant cette même famille que je maintenais financièrement en vie. Mais il y a une chose essentielle qu'ils ignoraient à ce moment précis. Ils ne savaient pas qu'à la seconde où ces paroles cruelles avaient franchi ses lèvres, un interrupteur s'était définitivement activé dans mon cerveau. Ils ne savaient pas que j'avais le pouvoir de démanteler légalement et financièrement toute leur réalité confortable et subventionnée en quelques jours seulement. Et maintenant, ils sont assis dans un appartement minuscule, glacial et réservé aux faibles revenus, me suppliant de les aider, réalisant enfin que le méchant qu'ils avaient créé dans leur esprit était en réalité la seule chose qui les empêchait de finir à la rue. Avant que je vous raconte exactement comment j'ai laissé leur enfant prodige adorer les ruiner et détruire leur vie, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime si vous pensez que partager le même ADN ne donne à personne le droit de vous abuser financièrement. Et dites-moi depuis où vous regardez cette vidéo dans les commentaires ci-dessous. Cela m'étonne toujours de voir jusqu'où ces histoires voyagent et combien d'entre nous partagent ces cauchemars familiaux cachés. Revenons maintenant à cette misérable nuit de pluie où l'illusion s'est finalement brisée. C'était un mardi soir dans la banlieue de Seattle. C'était le genre de soirée glaciale et misérable où la pluie ne tombe pas vraiment en gouttes. Elle flotte simplement dans l'air comme une brume épaisse, trempant vos vêtements de part en part et transformant le monde entier en une aquarelle grise et floue. J'étais assis sur le siège du conducteur de ma berline de luxe dans l'allée de la maison de mon enfance. Le moteur était coupé. Les seuls bruits au monde étaient le cliquetis du métal du bloc moteur qui refroidissait et le grincement rythmique des essuie-glaces, figés au milieu du pare-brise. J'étais assis là, serrant le volant en cuir jusqu'à ce que mes articulations deviennent d'un blanc éclatant, fixant simplement la maison. Depuis la rue, elle avait l'air du parfait rêve américain. Une jolie maison coloniale à 2 étages avec une pelouse bien entretenue et une couche de peinture fraîche. Mais je connaissais l'horrible vérité cachée dans le mortier de ces briques. Je savais que cette maison était un gouffre financier qui aspirait lentement ma vie. Mon smartphone a vibré violemment contre la console centrale. Je n'avais même pas besoin de regarder l'écran lumineux pour savoir de qui il s'agissait. C'était ma mère, Martha. Le SMS ne disait pas bonjour. Il ne demandait pas comment s'était passé mon service épuisant de 10 heures. Il ne reconnaissait pas que je passais mes journées à travailler comme pharmacien clinicien, à gérer des protocoles de médication complexes de vie ou de mort pour des patients gravement malades, gagnant un salaire colossal juste pour remettre mon chèque à des gens qui me méprisaient. Le message disait simplement, prends une pizza en rentrant. Félix a faim. Pepperoni et double fromage. N'oublie pas la sauce à l'ail cette fois. Un deuxième bourdonnement a suivi immédiatement, faisant vibrer le porte-gobelet en plastique. Celui-ci venait de mon frère de 28 ans, Félix. Le message disait, Internet rame encore. Tu as mis à niveau le forfait fibre optique comme promis? J'essaie de diffuser ma partie là et mes spectateurs se plaignent. Règle ça. J'ai fixé l'écran lumineux jusqu'à ce que le rétroéclairage s'éteigne et s'efface dans l'obscurité totale. J'ai fermé les yeux et j'ai pris une profonde inspiration tremblante, essayant désespérément de rassembler l'énergie physique et mentale nécessaire pour franchir cette porte d'entrée. J'appelais toujours ce moment, la transition. C'était ce moment d'agonie, écrasant pour l'âme, où je devais me dépouiller de la peau respectée du docteur Harrison, le professionnel qui gère une équipe médicale et sauve des vies, pour revêtir la peau pathétique de Harrison, le fils, le distributeur de billets invisibles, l'homme de ménage. Le pacificateur, le punching ball. Si vous entriez dans mon hôpital un jour donné, mes collègues vous diraient que je suis confiant, incroyablement vif et que je contrôle parfaitement mon environnement. Le directeur de mon département, le docteur Harry, venait littéralement de m'appeler dans son bureau cet après-midi-là pour me recommander pour une promotion majeure qui allait considérablement booster ma carrière. J'étais respecté.
J'étais valorisé. Mais à la seconde même où mes pneus touchaient ce béton fissuré de l'allée, ma valeur était réduite à un néant absolu. J'ai de nouveau regardé la maison à travers la vitre striée de pluie. Les lumières brillaient chaleureusement aux fenêtres du salon. Ces lumières n'étaient allumées que parce que la somme exacte de 85,50 $ avait été automatiquement prélevée de mon compte courant personnel la veille. L'eau chaude dans laquelle ils se baignaient, le chauffage central qui réchauffait leurs pieds, la nourriture de qualité supérieure dans le garde-manger, les impôts fonciers, l'assurance habitation. C'était tout moi. Je finançais leur existence entière. Je me suis penché pour attraper la boîte de pizza grasse sur le siège passager. Oui, je m'étais arrêté pour l'acheter parce qu'après 10 heures passées à calculer des dosages rénaux pour les patients en soins intensifs, obéir à un SMS était tout simplement plus facile que de se disputer avec un mur d'arrogance. J'ai poussé la portière de la voiture, je suis sorti sous la pluie glaciale et j'ai remonté le sentier en pierre menant au porche. Chaque pas me donnait l'impression de marcher dans du ciment humide jusqu'à la taille. Je ne le savais pas encore, mais c'était le tout dernier mardi où je franchissais le seuil de cette maison en tant que victime consentante. La tempête grondait déjà violemment sous ma peau, et le barrage était sur le point de céder. J'ai poussé la lourde porte d'entrée en bois, et l'assaut sensoriel m'a frappé instantanément. C'était un mélange étouffant d'huile de friture rance, de désodorisant bon marché à la vanille essayant de masquer l'odeur du linge sale, et de l'odeur aigre distincte d'une maison où personne ne prend la peine d'ouvrir une fenêtre pour faire entrer de l'air frais. La télévision géante à écran plat du salon diffusait un jeu télévisé abrutissant à un volume si fort que je pouvais littéralement sentir les basses vibrer dans mes dents. Mon père Winston était profondément installé dans son fauteuil inclinable en cuir usé. Il n'a même pas pris la peine de lever les yeux de l'écran brillant. Il a juste grogné, la voix lourde d'agacement, déclarant que j'étais en retard et que ma mère s'inquiétait que la nourriture refroidisse. Je me tenais là, dans ma blouse médicale humide, tenant la boîte de pizza. Je lui ai dit que la circulation était complètement bloquée sur l'autoroute en raison d'une collision majeure. Je lui ai dit que j'étais à l'hôpital depuis 6 heures du matin. Il a finalement bu une gorgée lente de sa bière bon marché, a gardé les yeux rivés sur la télévision et a marmonné que j'avais toujours une excuse pour tout. J'ai avalé la lourde boule de rage absolue qui se formait dans ma gorge et je suis passé devant lui pour aller dans la cuisine. Ma mère se tenait près du comptoir. Elle ne cuisinait pas et ne nettoyait pas. Elle poussait simplement un petit tas de miettes de pain d'un côté à l'autre de l'îlot en granit avec un essuie-tout sec. Quand elle a vu la boîte de pizza dans mes mains, son visage s'est éclairé, mais ce n'était pas un regard d'affection pour son fils aîné qui venait de travailler toute la journée. C'était un regard de pur soulagement qu'une corvée ait été accomplie à sa place. Elle m'a arraché la boîte en carton des mains sans un seul mot de remerciement. Elle a soupiré lourdement et a dit qu'il était temps, car Félix faisait les 100 pas et sa glycémie chutait, le rendant grincheux et impossible à gérer. J'ai posé mes clés de voiture dans le bol en céramique sur le comptoir. J'ai regardé son visage fatigué, méticuleusement entretenu, et je lui ai rappelé que Félix était un homme adulte de 28 ans qui était parfaitement capable de monter à l'étage et de se faire un sandwich à la dinde. Son expression s'est durcie instantanément. Le rôle de la mère douce et inquiète a disparu, remplacé par un regard féroce et défensif. Elle a pointé un doigt manucuré vers moi et m'a prévenu de ne pas commencer à rouspéter. Elle m'a dit que je savais parfaitement que Félix passait une semaine difficile avec sa chaîne de streaming. Elle a affirmé que l'algorithme de la plateforme supprimait injustement son contenu de jeux vidéo et qu'il subissait un stress créatif immense. J'ai dû me mordre l'intérieur de la joue pour ne pas lui rire au nez. La soi-disant carrière de Félix était une plaisanterie complète. Il occupait tout le sous-sol aménagé, consommant d'énormes quantités d'électricité pour alimenter sa configuration à double écran, se diffusant en train de jouer à des jeux vidéo devant un public qui dépassait rarement les 5 personnes. Et l'un de ses spectateurs était généralement notre cousine Pénélope, qui laissait simplement l'onglet ouvert en sourdine. Je me suis détourné d'elle et j'ai dit que je montais me changer. Ma mère m'a interpellé brusquement avant même que mon pied ne touche la première marche. Elle m'a dit que le lave-vaisselle avait désespérément besoin d'être vidé. Elle a ensuite désigné un panier à linge en plastique posé dans un coin et m'a ordonné d'apporter les sweats à capuche chaud de Félix au sous-sol parce qu'il était au milieu d'un tournoi de jeux vidéo important et ne pouvait pas être dérangé. Je me savais arrêté, serrant fermement la rampe en bois. Je l'ai regardée. Elle portait son épuisement comme une médaille d'honneur, preuve tordue de son amour pour son plus jeune fils si sensible. Je lui ai dit d'une voix basse et calme que je venais de faire un service de 10 heures à sauver des vies.
Sa voix a immédiatement adopté ce ton mielleux et manipulateur qu'elle utilisait toujours lorsqu'elle avait besoin que je paie quelque chose. Elle a dit qu'elle appréciait mon travail acharné, mais que nous étions une famille. Elle a dit que les familles s'entraidaient. Elle m'a dit que cela ne prendrait que 2 minutes d'apporter le panier en bas. Je n'ai pas discuté. La fatigue dans mes os était trop lourde. J'ai ramassé le panier de jogging surdimensionné et de sweats coûteux de mon frère. Je suis descendu au sous-sol. L'air y était nettement plus frais, humide de l'odeur âcre des canettes de boissons énergisantes vidées de la sueur corporelle. J'ai appelé son nom. Félix a hurlé derrière ses écrans brillants, me disant violemment de ne pas entrer parce que sa caméra était allumée. J'ai déposé le panier sur la dernière marche, je suis remonté dans ma petite chambre d'enfance et j'ai fermé la porte. Je me suis assis sur le bord de mon lit, j'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert mon application bancaire. J'ai parcouru les transactions récentes, le paiement de l'hypothèque, la livraison des courses, la facture internet au débit. J'ai regardé mon solde total restant. J'étais un docteur gagnant un excellent salaire, et j'étais complètement fauché. Je me noyais dans une flaque d'eau peu profonde. Et les personnes qui me maintenaient la tête sous l'eau étaient mes propres parents. Pour bien comprendre la folie absolue de ma dynamique familiale et pourquoi je me suis laissé saigner à blanc pendant si longtemps, il faut comprendre l'architecture profondément défaillante de mon enfance. Notre structure familiale n'a jamais été construite sur l'amour inconditionnel ou le respect mutuel. Elle reposait sur des bases très rigides de 2 étiquettes spécifiques, Félix est spécial, et Harrison est capable. Je me souviens du moment exact où j'ai compris ma place dans cette famille. J'avais 12 ans et Félix en avait 8. J'avais passé 4 semaines entières à construire une maquette motorisée complexe du système solaire pour la foire scientifique régionale. Je l'avais fait entièrement seul à la table de la cuisine pendant que mes parents regardaient la télévision. La veille de la foire, Félix courait dans la maison, a trébuché et a renversé tout mon projet de la table. Le moteur s'est brisé, les planètes se sont cassées en 2. Des heures de travail acharné ont été détruites en une seule seconde. Je suis tombé à genoux, pleurant de frustration. Ma mère s'est précipitée dans la pièce, mais elle n'a pas regardé mon projet détruit. Elle a pris Félix dans ses bras parce qu'il s'était légèrement écorché le genou en tombant. Elle l'a bercé, a embrassé son avant-front et lui a dit que tout allait bien se passer. Quand j'ai posé des questions sur mon projet, mon père m'a regardé avec un profond agacement. Il m'a dit d'arrêter de pleurnicher et de le réparer. Il a dit, « Tu es un garçon intelligent et capable, Harrison. Arrête de pleurer sur du lait renversé. Ton frère est sensible et spécial. Il ne l'a pas fait exprès. C'était le piège ultime. Tu es si capable. » Cela ressemblait à un compliment de premier ordre, mais c'était en réalité une condamnation à perpétuité à une prison d'absence d'attente de soutien. Être capable signifiait que je n'avais pas besoin de réconfort émotionnel. Être capable signifiait que je n'avais pas besoin de ressources financières, de patience ou de clémence. Toute l'attention, tous les financements et tous les pardons du monde étaient réservés exclusivement à Félix. Cette dynamique psychologique tordue est passée du statut de souvenir d'enfance douloureux à celui de prise d'otage financière catastrophique il y a exactement 3 ans. J'appelle cela le grand sauvetage. J'avais 29 ans. Je vivais dans un superbe appartement moderne en centre-ville. Je constituais activement mes économies, je recherchais des biens immobiliers pour acheter ma première maison, et je vivais enfin ma propre vie. Puis j'ai reçu le coup de fil qui a tout changé. C'était mon père, Winston. Il hyperventilait, étouffé par ses propres sanglots au téléphone. Je n'avais jamais entendu mon père pleurer de toute ma vie. C'était un homme stoïque et colérique. Entendre ses pleurs a envoyé une décharge d'adrénaline pure directement dans mon cœur. Il m'a dit que la banque avait envoyé un avis juridique certifié. Ils allaient vendre la maison familiale aux enchères dans exactement 30 jours en raison de défauts de paiement massif. J'ai tout abandonné et je me suis précipité à la maison. Nous nous sommes assis à la table de la salle à manger, entourés de piles de factures impayées, d'avis finaux estampillés en rouge et de lettres agressives d'agences de recouvrement. Les calculs n'avaient aucun sens pour moi. Mon père avait une retraite solide garantie par ses années passées à l'usine de fabrication. Ma mère travaillait à temps partiel dans une boutique. Leur hypothèque était bon marché. Ils auraient dû s'en sortir parfaitement. Mais j'ai commencé à ouvrir les enveloppes scellées qu'ils cachaient dans un tiroir. J'ai trouvé les relevés de cartes de crédit.
Des milliers et des milliers de dollars de dettes récurrentes. J'ai vu des frais pour des ordinateurs de jeux haut de gamme construits sur mesure, des baskets de marque en édition limitée, des casinos en ligne basés à l'étranger et des virements bancaires massifs et irrécupérables vers des plateformes de crypto-monnaies louches qui s'étaient effondrées des mois auparavant. J'ai brandi les papiers. Mes mains tremblaient. J'ai regardé mes parents et j'ai exigé de savoir exactement qui avait dépensé cet argent. Ma mère a essuyé ses yeux avec un mouchoir et a refusé de me regarder. Elle a chuchoté que Félix s'était attiré des ennuis avec de mauvaises personnes en ligne. Elle a dit qu'il pensait pouvoir spéculer sur les cryptos pour doubler leur argent de retraite et leur acheter une maison de vacances. Elle m'a regardé, les larmes coulant sur son visage, et m'a dit qu'il avait un si grand cœur et qu'il avait juste fait une petite erreur parce qu'il voulait aider la famille. Une erreur. 40 000 $ de dettes non garanties à taux d'intérêt élevé, ce n'est pas une erreur. C'est la ruine financière. C'est une fraude dévastatrice. Mais il refusait catégoriquement de le tenir pour responsable. Mon père m'a regardé avec cette expression vide et désespérée et a abattu sa carte maîtresse la plus toxique. Il m'a dit que Félix était incroyablement fragile en ce moment. Il a dit que s'il perdait la maison et se retrouvait à la rue, Félix pourrait faire quelque chose de drastique. Il a fortement sous-entendu, les larmes aux yeux, que mon frère pourrait attenter à ses jours s'il devait faire face à la réalité de ses actes. Ils ont militarisé sa prétendue crise de santé mentale pour me retenir en otage. Et parce que j'avais été conditionné à tout réparer, cela a fonctionné. J'ai fait exactement ce que le fils capable était programmé pour faire depuis sa naissance. J'ai complètement vidé mon compte d'épargne à haut rendement. J'ai liquidé les investissements que j'avais accumulés pour mon avenir. J'ai payé les arriérés massifs pour stopper la vente aux enchères. J'ai engagé un avocat, refinancé leur hypothèque et inscrit mon propre nom sur le titre de propriété à côté du leur parce que leur score de crédit était entièrement détruit. J'ai même rompu le bail de mon appartement et je me suis réinstallé dans ma petite chambre d'enfance pour gérer personnellement les finances du foyer et m'assurer que les factures soient payées à temps. L'accord verbal que nous avions conclu était très simple, je couvrirai l'hypothèque, les impôts fonciers et les factures d'eau et d'électricité pendant exactement 6 mois, le temps que Félix trouve un travail, suive une thérapie et se remette sur pied pour commencer à contribuer. C'était il y a 3 longues et douloureuses années. Félix n'a jamais trouvé de travail. Il n'a même jamais imprimé de CV ni rempli de demande d'emploi. Pourquoi l'aurait-il fait? Son réfrigérateur se remplissait miraculeusement chaque samedi avec ses collations préférées. Sa connexion Internet au débit ne perdait jamais une seule image. Son linge apparaissait comme par magie propre, plié et chaud devant la porte de sa chambre. Il avait décidé qu'il serait joueur professionnel et créateur de contenu. Il occupait tout le sous-sol aménagé, exigeant que nous le maintenions à une température fraîche de 20 degrés Celsius, consommant d'énormes quantités d'électricité, diffusant ses parties devant personne pendant que je m'épuisais au travail pour payer tout cela. Je me suis arraché à mes sombres souvenirs lorsque mon réveil a sonné à 5h30 le lendemain matin. C'était mercredi, le jour où le monde a fini par basculer sur son axe. Je me suis douché, j'ai mis une blouse propre et j'ai attrapé ma tasse de café de voyage. Je suis sorti dans l'allée, clé en main, me préparant mentalement aux embouteillages matinaux brutaux. Mais je me suis arrêté net dès que j'ai franchi le porche. Ma voiture, ma superbe berline de luxe méticuleusement entretenue que j'avais travaillé incroyablement dur à m'offrir après mes études de pharmacie, était garée selon un angle bizarre et de travers dans l'allée. Je me suis approché, le cœur battant à tout rompre. Le pare-chocs arrière était complètement détruit. Il pendait de la structure métallique, retenue par un simple clip en plastique. Le côté gauche était profondément éraflé et entaillé, et le feu arrière à LED, très coûteux, était brisé, laissant un millier d'éclats de plastique rouge semblables à des diamants éparpillés sur l'asphalte mouillé. Mais ce n'était pas seulement les dommages physiques qui m'ont glacé le sang. C'était la boue industrielle épaisse, grise et lourde, éclaboussée sur tout le passage de roue et l'aile arrière. Mon estomac s'est noué. Je me suis rué à l'intérieur de la maison, verrouillant la porte d'entrée et la claquant si fort que les vitres décoratives ont tremblé dans leur cadre en bois. Je me suis tenu au bas des escaliers et j'ai hurlé de toutes mes forces pour que Félix descende ses fesses paresseuses immédiatement. Mon père est sorti de la chambre principale en haut du palier. Il nouait sa robe de chambre, le visage crispé par une colère noire que j'ose faire du bruit avant 7 heures du matin. Il s'est penché sur la rambarde et a exigé de savoir quel était mon problème. J'ai levé les yeux vers lui, la voix tremblante de rage pure.
J'ai exigé de savoir qui avait conduit ma voiture la nuit dernière. Mon père s'est frotté le visage, a détourné le regard et a soupiré lourdement. Il m'a dit que Félix avait eu besoin d'aller au Taco Bell vers 2 heures du matin parce que son application de livraison de nourriture buguait. Mon père a admis nonchalamment qu'il avait jeté mes clés de rechange du crochet de la cuisine à Félix. J'ai complètement perdu la tête. J'ai hurlé que Félix n'était pas autorisé à conduire ma voiture. J'ai dit qu'il n'était pas inscrit sur mon assurance auto premium. J'ai couru dans les escaliers, j'ai attrapé mon père par le bras, je l'ai traîné en bas des marches et je l'ai forcé à regarder par la fenêtre d'entrée les milliers de dollars de dégâts structurels. Mon père a plissé les yeux à travers la vitre, a grincé des dents pendant une fraction de seconde, puis le déni toxique s'est réactivé. Il a croisé les bras sur sa poitrine et a affirmé obstinément qu'il s'agissait à peine d'une égratignure. Il a dit que Félix n'était pas habitué aux dimensions de ma voiture, que les rétroviseurs étaient différents et que des accidents mineurs arrivaient à tout le monde. À ce moment précis, Félix a lentement gravi les marches du sous-sol. Il portait un caleçon et un t-shirt taché. Il se frottait dramatiquement les yeux, l'air incroyablement agacé comme un bambin réveillé d'une sieste plutôt qu'un homme adulte qui venait de détruire des biens privés de valeur. Il a pleurniché bruyamment, demandant pourquoi je criais parce que sa tête lui faisait mal. J'ai pointé un doigt tremblant vers la fenêtre et je lui ai dit qu'il avait complètement détruit ma voiture. Félix a à peine jeté un coup d'œil à la vitre. Il a haussé les épaules avec détachement. Il a dit, un ingénieur civil idiot a mis une barrière de béton dans l'angle mort de la voie du drive. Il m'a ensuite regardé de haut en bas et a laissé échapper un petit rire moqueur. Il m'a dit de ne pas être si mesquin. Il a dit que je gagnais un salaire massif à 6 chiffres et qu'une franchise d'assurance de $500 n'était que de la monnaie de poche pour moi. Il a dit que je réagissais de manière excessive pour un morceau de métal. Ma mère est descendue en courant. Elle s'est immédiatement interposée entre Félix et moi, le protégeant physiquement. Elle m'a ordonné d'abaisser d'un ton sur le champ et d'arrêter de faire culpabiliser mon frère. Elle a dit que ce n'était que de l'argent et que les biens matériels n'avaient pas autant d'importance que la famille. J'ai de nouveau regardé ma voiture par la fenêtre. J'ai regardé la boue industrielle grise et épaisse. Les drives de Taco Bell sont pavés d'asphalte lisse. Ils n'ont pas de boue grise industrielle. Félix n'était pas allé chercher de la restauration rapide. Il avait emmené ma voiture de luxe dans un rassemblement louche et clandestin. Il avait probablement affaire à ses copains marginaux de la crypto ou acheté quelque chose de hautement illégal dans une zone industrielle. Il avait accidenté mon véhicule en faisant quelque chose d'illicite, et mes parents se tenaient là, parfaitement unis, me traitant de monstre parce que j'étais en colère. J'ai regardé les trois se tenir là, formant un front uni d'arrogance pure et de délire toxique. Le feu brûlant et intense dans ma poitrine est soudainement devenu de la glace pure. La panique, la blessure et le besoin désespéré de leur amour se sont instantanément évaporés. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai regardé mon père et je lui ai dit d'une voix si terrifiante de calme qu'elle l'a fait reculer que nous allions discuter de tout cela en détail lors du dîner de dimanche. Je suis sorti par la porte d'entrée, j'ai pris des colliers de serrage en plastique dans mon kit d'urgence, j'ai fixé mon pare-choc au châssis pour qu'il ne traîne pas sur l'autoroute, et j'ai conduit jusqu'au travail dans un silence de mort. J'ai réalisé quelque chose d'incroyablement profond sur ce long trajet vers l'hôpital, on ne peut pas guérir une maladie si le patient adore désespérément son mal. Ma famille était accro à son dysfonctionnement, et mon argent était la drogue qui les maintenait sous dépendance. Il était enfin temps de couper l'approvisionnement et de laisser l'infection les emporter. Le dîner du dimanche était un rituel hautement sacré dans notre foyer toxique. C'était le seul repas de la semaine que ma mère prenait la peine de cuisiner elle-même. Généralement un rôti de bœuf sec servi avec une sauce brune trop salée provenant d'un sachet. Pendant 4 jours entiers après l'incident de la voiture, j'avais gardé un silence absolu. Je ne me plaignais pas du désordre accumulé dans l'évier de la cuisine. Je n'évoquais pas la franchise d'assurance coûteuse. Mes parents ont complètement mal interprété la situation. Ils ont pris mon silence glacial pour de la soumission. Ils pensaient sincèrement m'avoir intimidé avec succès pour que je reprenne ma place désignée de fournisseur silencieux. Nous nous sommes tous assis à la table de la salle à manger. Félix était pour une fois à l'étage, son casque de jeu coûteux autour du cou, faisant défiler rapidement l'écran de son smartphone avec une expression profondément ennuyée. Je suis resté assis tranquillement et j'ai attendu que mon père ait fini de découper le rôti et que tout le monde ait son assiette bien remplie. Puis, j'ai plongé la main sous ma chaise,
j'ai attrapé ma mallette en cuir et j'ai sorti un dossier Kraft épais. Je l'ai ouvert délibérément et j'ai placé une feuille imprimée contenant un tableau Excel en plein milieu de la table, directement entre la purée de pommes de terre et le bol de haricots verts. Mon père s'est arrêté, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. Il a froncé les sourcils profondément et a exigé de savoir quelle saleté je déposais sur la table du dîner. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Mon cœur était parfaitement régulier. Je lui ai dit qu'il s'agissait d'un relevé financier détaillé et détaillé des coûts de fonctionnement de la maison pour les 30 derniers jours, ainsi qu'une projection prévisionnelle pour le mois suivant. Félix a poussé un gémissement théâtral, levant les yeux au ciel. Il a marmonné à haute voix que le comptable ennuyeux était encore là pour gâcher le dîner. J'ai complètement ignoré Félix et j'ai gardé les yeux rivés sur mon père. J'ai déclaré clairement que le coût mensuel total pour faire fonctionner cette maison et éviter la saisie était exactement de 4 200 $. J'ai détaillé la situation ligne par ligne. J'ai expliqué que ce montant comprenait le capital de l'hypothèque, les impôts fonciers, l'assurance habitation, les factures d'eau et d'électricité, les courses et le forfait Internet haut de gamme par fibre optique. J'ai souligné que je payais actuellement 3 500 $ de ce total sur mon propre salaire. La retraite de mon père couvrait 700 $. Félix ne contribuait absolument à rien. J'ai pointé un doigt ferme vers une ligne surlignée en jaune au bas de la page. J'ai lentement tourné la tête et j'ai regardé directement Félix. Je lui ai dit que puisqu'il était un homme de 28 ans en parfaite santé, puisqu'il consommait environ 80% de l'électricité et de la bande passante de la maison pour sa carrière de streaming ratée, et puisqu'il venait de causer plus de 1000 $ de dégâts physiques à mon véhicule personnel. Les règles de la maison changeaient immédiatement. Je lui ai dit qu'il devait trouver un travail lundi matin. N'importe quel travail. Retourner des steaks, remplir des rayons de supermarché, creuser des fossés. Je m'en fichais. J'ai exigé qu'il contribue à hauteur de 5 cents $ par mois aux dépenses du foyer et qu'il établisse un plan de remboursement strict pour les réparations de ma voiture. Le silence qui s'est abattu sur la salle à manger était assez lourd pour broyer des os. Personne ne mâchait. Personne ne respirait. Puis, Félix a laissé échapper un rire moqueur et très exagéré. Il m'a regardé comme si je venais de lui suggérer de s'envoler pour la lune. Il a dit que j'étais complètement délirant si je pensais qu'il pouvait faire un travail humiliant au salaire minimum. Il a dit qu'il construisait méticuleusement une marque personnelle en ligne et que son public s'attendait à un calendrier de diffusion très régulier. Il a affirmé que le travail manuel ruinerait ses réflexes de jeu. Je lui ai rappelé calmement que son public actuel se composait d'exactement 5 personnes et que ces 5 personnes ne payaient pas la facture d'électricité massive nécessaire pour faire briller ses écrans. Félix a immédiatement paniqué. L'air suffisant a disparu. Il a regardé frénétiquement ma mère, adoptant instantanément sa moue de chiot blessé. Il a pleurniché bruyamment que j'essayais de détruire malicieusement sa carrière créative parce que j'étais jaloux de sa liberté. Le visage de ma mère s'est décomposé d'une sympathie intense pour son grand enfant. Elle s'est tournée vers moi, la voix chargée d'une déception et d'un jugement extrême. Elle m'a supplié de ne pas faire d'histoire à table. Elle a dit que 500 $ était une somme énorme à exiger de quelqu'un qui commençait tout juste son parcours, et que j'étais agressivement cruel et sans aucun soutien. J'ai répliqué, ma voix s'élevant légèrement, que 500 $ représentaient à peine 10% des coûts réels de la maison, et qu'il avait presque 30 ans. C'est à ce moment précis que mon père a complètement explosé. Il a frappé ses 2 poings lourds sur la table en bois si fort que les assiettes en porcelaine ont tremblé et que le vin rouge a giclé des verres en cristal, tachant la nappe. Son visage a pris une teinte violacée et dangereuse. Il s'est levé, prenant tout le poids de son corps au-dessus de la table, des postillons volant de ses lèvres alors qu'il me hurlait dessus. Il a crié qu'il en avait marre et qu'il était fatigué de me voir leur jeter mon argent et mon diplôme de médecine à la figure comme un tyran. Il m'a dit que ce n'était pas parce que j'avais un salaire massif et un titre de poste prestigieux que cela me donnait le droit de dicter la façon dont sa famille fonctionnait sous son toit. Il a pointé un doigt tremblant et furieux directement vers mon visage et a hurlé que Félix était un artiste qui essayait de trouver sa voie dans un monde difficile, et que tout le monde n'était pas un robot froid, calculateur et sans cœur comme moi. Je me suis levé lentement pour faire face à sa posture agressive. Je n'ai pas reculé. J'ai crié en retour que je me souciais du respect humain fondamental. Je me souciais du fait que je m'épuisais au travail jusqu'à un tombeau précoce, entouré de maladies et de morts toute la journée à l'hôpital, juste pour qu'un homme adulte puisse jouer à des jeux vidéo au sous-sol et bousiller ma voiture de luxe sans une seule conséquence ni excuse.
Mon père a complètement perdu la tête. Il a hurlé les mots exacts qui résonneront dans mon esprit pour le reste de ma vie. Il a rugi, arrête d'essayer de le changer. Arrête d'essayer de redresser ton frère. Il est exactement comme il est. Si tu ne peux pas l'accepter, si tu ne peux pas accepter la façon dont cette famille fonctionne, alors c'est toi le problème. C'est toi le monstre toxique dans cette maison. Les paroles venimeuses flottaient lourdement dans l'air vicié de la salle à manger. C'est toi le monstre toxique. J'ai regardé Félix. Il cachait littéralement son corps derrière mon père. Un sourire suffisant et triomphant flottait sur ses lèvres parce que son papa l'avait encore protégé. J'ai regardé ma mère. Elle fixait son assiette vide, hochant la tête en signe d'accord silencieux avec les violences verbales de mon père. Quelque chose au plus profond de ma poitrine s'est brisé définitivement. Ce ne fut pas une explosion de feu violente. Ce fut incroyablement silencieux. Cela a fait le bruit d'une lourde chaîne d'acier coupée par un coupe-boulon. La tension immense accumulée depuis des décennies s'est relâchée d'un coup. J'ai ressenti une sensation étrange et envahissante de calme absolu sur tout mon système nerveux. C'était la clarté profonde de l'annonce d'un diagnostic médical mortel. J'ai un diagnostic médical mortel. J'avais passé des années à essayer désespérément de réanimer un patient qui essayait activement de m'assassiner. J'ai tendu lentement le bras, j'ai attrapé le tableau Excel et j'ai refermé le dossier Kraft. Je l'ai pris et je l'ai serré contre ma poitrine. J'ai regardé mon père, l'homme pour qui je m'étais ruiné afin de le sauver, et j'ai parlé d'une voix si douce et si dénuée d'émotion qu'elle l'a fait tressaillir physiquement. J'ai dit, tu sais quoi, papa? Tu as tout à fait raison. Mon père a scié des yeux rapidement, complètement pris de court par le changement glacial de mon comportement. Sa colère a faibli une seconde. J'ai répété, en articulant chaque syllabe, tu as raison. J'ai essayé de forcer Félix à être un adulte responsable. J'ai essayé de faire fonctionner cette famille correctement. C'était une attitude toxique et dominatrice de ma part. Je l'accepte. Je l'accepte exactement comme il est. Et j'accepte pleinement ton jugement à mon sujet. J'ai tendu le bras, j'ai pris mon assiette de rôti de bœuf et de pommes de terre intactes, je me suis dirigé vers la poubelle de la cuisine et j'ai jeté tout le repas. Je me suis retourné vers eux, j'ai affiché un sourire complètement mort et j'ai dit, bon appétit. J'ai fini. Je suis monté, j'ai fermé la porte de ma chambre et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je n'ai pas emballé mes vêtements. Je n'ai pas pleuré. J'ai mis de côté ma culpabilité et j'ai commencé à planifier ma stratégie de sortie. Dès le lendemain matin, j'ai appelé le service de planification de l'hôpital et j'ai pris un jour de congé immédiat. J'avais des centaines d'heures de congés payés accumulés parce que je ne prenais littéralement jamais de vacances. Pendant que Félix ronflait bruyamment au sous-sol et que mes parents se rendaient à leur cours d'aquagym pour seniors, j'ai passé un coup de fil très précis à un serrurier professionnel nommé Greg. Greg arrive chez moi à 10 heures du matin. C'était un homme robuste avec une ceinture à outils. Il a jeté un coup d'œil à ma porte de chambre standard et fragile, puis a regardé le verrou numérique blindé de qualité commerciale que je lui tendais et a haussé un sourcil sceptique. Il m'a demandé si j'étais absolument sûr de vouloir installer cela sur une porte intérieure, soulignant que ce genre de matériel était généralement réservé aux salles de serveurs d'entreprise et aux bureaux de banque. Je lui ai tendu un billet de $100 en guise de pourboire et je lui ai dit que j'avais des biens personnels de grande valeur à protéger des voleurs. Greg a hoché la tête en silence, a branché sa perceuse et s'est mis au travail. Le bruit de cette perceuse mordant violemment dans le cadre en bois de la porte a été la musique la plus douce que j'ai entendue depuis des années. 30 minutes plus tard, ma chambre était une forteresse imprenable. J'ai programmé un code complexe à 6 chiffres, la date exacte à laquelle j'avais effectué le remboursement final de mon prêt étudiant, le seul jour de ma vie où je m'étais senti vraiment libre. Une fois Greg parti, j'ai exécuté la phase de compliance malicieuse extrême. J'ai traité ma maison d'enfance comme un environnement ennemi hostile. Je suis descendu dans la cuisine et j'ai débranché la machine à expresso coûteuse et importée que je m'étais achetée. J'ai pris toutes les capsules de café de qualité. Je suis allé dans le placard de l'entrée et j'ai pris l'aspirateur sans fil Dyson à $800 que j'avais acheté. Je suis allé dans toutes les salles de bain communes et je les ai vidées des shampoings de salon haut de gamme, des serviettes luxueuses en coton égyptien et des paquets massifs de papier toilette de qualité que je fournissais toujours. J'ai déplacé chaque objet de luxe que j'avais acheté avec mon propre argent dans ma chambre et j'ai verrouillé la lourde porte derrière moi. Ensuite,
Je me suis assis à mon petit bureau en bois et j'ai ouvert mes comptes de carte de crédit sur mon ordinateur. Les dépenses de la famille allaient subir une opération chirurgicale d'urgence sans anesthésie. Je me savais connecté systématiquement au portail de la compagnie d'électricité, de la compagnie des eaux municipales, du fournisseur de gaz et du service de ramassage des ordures. Les comptes étaient techniquement enregistrés au nom de mon père depuis des décennies. Mais ma carte de crédit premium était le mode de paiement automatique par défaut qui permettait de garder les services actifs. Clic par clic, compte par compte, j'ai définitivement supprimé mes informations bancaires de chaque portail. Je n'ai pas annulé les services, ce qui aurait été illégal puisque mes parents y vivaient. J'ai simplement supprimé mon financement et j'ai laissé le cycle de facturation retomber sur mon père. Vint ensuite les abonnements de divertissement, Netflix Premium, Hulu Live TV, Spotify Family, Amazon Prime. Annulé. 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 J'ai cliqué sur le bouton pour déconnecter tous les appareils de la maison et j'ai immédiatement changé les mots de passe maître. Enfin, je me suis attaqué à la source vitale de la pathétique existence de Félix, Internet. Nous avions un forfait fibre optique de qualité commerciale qui me coûtait 150 $ par mois. J'ai appelé le fournisseur. J'ai parlé à un représentant du service clientèle et j'ai demandé une rétrogradation immédiate et permanente vers l'offre la plus basse et la plus lente disponible sur leur réseau, le forfait de base essentiel à 29 $. Le représentant m'a lourdement averti que la vitesse permettrait à peine de consulter des emails textuels et que la diffusion de vidéos en haute définition serait complètement impossible. J'ai souri chaleureusement en fixant le mur de ma chambre et j'ai dit au conseiller que c'était parfait et d'exécuter le changement immédiatement. Enfin, j'ai ouvert mon portail bancaire principal. Je suis allé dans la section des virements récurrents. Chaque premier du mois, je transférais automatiquement ma part massive du paiement de l'hypothèque directement sur le compte courant de mon père pour qu'il puisse faire le chèque à la banque. J'ai cliqué sur annuler le virement récurrent. Je n'étais pas idiot. Je savais que mon nom figurait sur le titre de propriété légale et je n'allais absolument pas laisser la maison faire l'objet d'une saisie immédiate et gâcher mon excellent score de crédit. Au lieu de cela, j'ai ouvert un compte d'épargne distinct à haut rendement intitulé « Stratégie de sortie d'urgence ». J'ai configuré le virement automatique pour y déposer directement l'argent de l'hypothèque. Si la banque finissait par m'appeler pour un défaut de paiement dans quelques mois, j'aurais l'argent accumulé pour régler les arriérés directement avec le créancier. Mais mon père n'en savait rien. Mon père avait besoin de ressentir la terreur absolue du vide financier. J'ai rédigé un email poli, au ton très professionnel, à l'attention de mon père. J'ai joint les relevés PDF de toutes les factures à venir. J'ai écrit: Papa, conformément à notre conversation très éclairante d'hier soir, je prends du recul par rapport à mon comportement toxique. J'accepte que tu sois le chef ultime de ce foyer. Par conséquent, je te confie respectueusement toute la gestion et la charge financière. Mes moyens de paiement ont été complètement retirés de tous les services et abonnements. De plus, Internet a été rétrogradé au forfait de base. Puisque je n'essaie plus de redresser Félix, il devra mettre à niveau l'infrastructure Internet lui-même en utilisant ses propres fonds. Bon courage pour la gestion de tes biens. J'ai cliqué sur envoyer. J'ai eu l'impression de lancer un missile nucléaire depuis un sous-marin. 2 heures plus tard, les retombées dévastatrices ont frappé. J'ai entendu un cri guttural et primaire résonner depuis le sous-sol. On aurait dit un animal sauvage pris au piège dans un étau d'acier. Félix hurlait à plein poumon que son ping avait chuté à des niveaux injouables. Des bruits de pas lourds et paniqués ont martelé les marches en bois. Il s'est jeté de tout son poids contre la porte de ma chambre, frappant violemment ses poings contre le bois, hurlant que la connexion Internet était complètement cassée et qu'il venait d'être déconnecté d'un match de compétition très important. J'ai calmement mis mon casque anti-bruit haut de gamme, j'ai lancé la lecture d'un livre audio sur l'investissement immobilier, et j'ai regardé le petit voyant vert de mon nouveau verrou à digicode briller doucement dans la pénombre de la pièce. La tempête était enfin là, et j'étais en sécurité dans mon bunker. Au 4e jour de ma grève financière, la maison s'était transformée en une zone de désastre complet. Sans moi pour me réveiller tôt afin de vider le lave-vaisselle, faire les courses ou gérer l'infrastructure de base de leur vie, tout le système s'est effondré. Des assiettes sales incrustées de nourriture séchée et pourrie s'empilaient dans l'évier en acier inoxydable, attirant les mouches. La poubelle principale de la cuisine débordait, formant une tour vacillante et puante de boîtes de pizza grasses, de canettes de soda vide et d'emballages de nourriture.
J'ai utilisé la méthode de psychologie du « caillou gris » comme défense. Je me suis rendu aussi ennuyeux, passif et impassible qu'un caillou gris. Je ne quittais ma chambre sécurisée que pour me rendre à l'hôpital et pour utiliser la salle de bain commune du couloir. Et quand j'utilisais la salle de bain, j'apportais mon propre papier toilette de qualité et mon savon antibactérien dans une petite trousse, et je les rapportais directement dans ma chambre forte en refermant fermement la porte à clé derrière moi. Le samedi matin a apporté l'inévitable collision explosive, le réfrigérateur vide. Normalement, tôt le samedi matin, je conduisais mon SUV jusqu'au grand supermarché de gros et je dépensais 300 à 400 $ en côte de bœuf épaisse pour mon père, en collation de marque coûteuse pour ma mère, et en carton lourd de boissons énergisantes et de plats surgelés pour Félix. Ce samedi-là, j'ai volontairement fait la grasse matinée jusqu'à 10 h, heure à laquelle je suis enfin descendu en peignoir pour me servir un verre d'eau du robinet. Ils se tenaient tous les trois dans la cuisine, blottis les uns contre les autres, fixant avec horreur le réfrigérateur ouvert, brièvement éclairé mais entièrement vide. Il n'y avait absolument rien à l'intérieur, à l'exception d'un pot de moutarde périmée, d'une bouteille de ketchup à moitié vide et d'une tête de laitue iceberg complètement flétrie. Félix avait l'air pâle, tremblant et sincèrement terrifié. Il s'est appuyé contre le comptoir et a pleurniché à haute voix qu'il n'avait pas avalé une seule calorie depuis la veille après-midi et que son cerveau s'enrhumait. Mon père s'est tourné vers moi quand je suis entré. Son visage était sévère, sa mâchoire serrée. Il tenait sa carte bancaire en plastique comme une arme. Il m'a ordonné d'aller immédiatement au supermarché parce que ma mère se sentait mal à cause de la faim et que sa propre glycémie était basse. Je me suis adossé nonchalamment contre le comptoir en granit, j'ai rempli mon verre d'eau et j'ai bu une lente gorgée. Je l'ai regardé et je lui ai dit calmement que je n'irais nulle part. J'ai pointé un doigt vers les étagères vides du garde-manger et je leur ai rappelé qu'ils avaient un sac en plastique de 5 kg de riz blanc sec et un grand sac de haricots rouges secs. J'ai dit qu'ils étaient les bienvenus pour faire bouillir de l'eau et se faire à manger. Félix a hurlé d'indignation que lui ne pouvait pas manger du riz de paysan, qu'il avait besoin de protéines et de carburant de haute qualité pour maintenir ses réflexes de joueur. J'ai affiché un sourire froid et mince, et je lui ai dit qu'il devrait probablement aller en acheter. Mon père a alors frappé son poing lourd sur le comptoir, a attrapé ses clés de camion et a crié que j'affamais malicieusement ma propre famille. Il a déclaré qu'il irait au magasin lui-même et que j'avais interdiction de manger la moindre bouchée de la nourriture qu'il achèterait. Il s'est rué dehors, claquant la porte d'entrée derrière lui. Exactement 45 minutes plus tard, la porte d'entrée s'est ouverte lentement. Mon père est entré, mais ses mains étaient complètement vides. Il ne tenait aucun sac de course. Son visage était entièrement vidé de sa couleur, il ressemblait à un fantôme. Ses mains tremblaient visiblement. Il a marché lentement vers la table de la cuisine et s'est effondré lourdement sur une chaise en bois. Ma mère s'est précipitée vers lui et lui a demandé frénétiquement où était la nourriture. Mon père m'a regardé avec un mélange complexe de terreur absolue, de confusion et de prise de conscience naissante. Il a chuchoté, la voix brisée, que sa carte bancaire avait été violemment refusée à la caisse devant une file d'attente massive, pour solde insuffisant. Il a bafouillé, me regardant d'un air suppliant, posant des questions sur le virement mensuel, l'argent de l'hypothèque, l'argent des factures, le matelas sur lequel il comptait. Je lui ai rappelé l'email précis que je lui avais envoyé plus tôt dans la semaine. Je lui ai dit d'une voix claire et ferme que j'avais définitivement arrêté tous les virements automatiques. J'ai déclaré que je gérais mes propres finances désormais, exactement comme il l'avait suggéré lorsqu'il m'avait traité de monstre toxique. Je lui ai expliqué le calcul cruel, son modeste chèque de retraite avait probablement été instantanément englouti par les prélèvements automatiques pour les factures d'eau et de gaz qui étaient déjà en retard et prélevaient désespérément des fonds. Félix a commencé à hyperventiler, se prenant la poitrine. Il m'a regardé avec des yeux grands et paniqués et a demandé s'ils avaient littéralement $0 en banque pour acheter à manger. Je l'ai corrigé avec une honnêteté brutale, j'ai dit qu'ils avaient probablement environ $35 négatifs, en comptant les frais de découvert exorbitants de la banque pour la transaction refusée. Ma mère a attrapé le bord de la table et a hurlé que je les abusais financièrement. Elle a exigé que je paie pour avoir le droit de vivre dans la maison. Je lui ai rappelé calmement que ma seule contribution obligatoire était l'hypothèque, le toit littéral qui empêchait la pluie de lui tomber sur la tête. Tout le reste, la nourriture, la lumière, Internet, était entièrement à leur charge. Le filet de sécurité invisible avait disparu. Ils étaient dans une chute libre financière terrifiante. Je leur ai tourné le dos, je suis retourné dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte.
Mais les familles toxiques n'acceptent pas simplement la défaite de bonne grâce. Lorsque l'abuseur principal perd le contrôle de sa victime, il recrute des soldats. En psychologie, on les appelle les relais obéissants. Quand je suis rentré d'un service épuisant le mardi soir, une berline argentée cabossée était garée agressivement dans l'allée. Ma tante Béatrice et ma jeune cousine Pénélope étaient assises dans le salon, formant un tribunal avec mes parents. C'était une représentation théâtrale parfaitement orchestrée pour me briser. Ma mère était allongée de manière dramatique sur le canapé, un gant de toilette humide sur les yeux, jouant le rôle de la victime frêle et mourante. Mon père lui tenait la main, l'air solennel. Tante Béatrice s'est levée de toute sa hauteur quand je suis entré. C'est une femme immense et prompte au jugement qui utilise la religion et la culpabilité familiale comme une arme contondante. Elle a croisé les bras sur sa poitrine et a dit d'une voix dégoulinante de venin et de déception pieuse que le fils prodigue arrogant était de retour pour regarder ses parents âgés mourir de faim. Ma cousine Pénélope avait sorti son smartphone et le tenait bien haut, le voyant rouge d'enregistrement clignotant régulièrement. Elle essayait de me filmer pour créer une campagne de dénigrement viral et hors contexte sur les réseaux sociaux. Elle m'a lancé que verrouiller la nourriture du foyer et accaparer les ressources était littéralement une forme de violence domestique et qu'elle allait me dénoncer à mon employeur. Je n'ai pas bronché. Je ne me suis pas défendu. Je n'ai pas crié. J'ai simplement plongé la main dans ma mallette en cuir et j'ai sorti le dossier épais et lourd de documents financiers officiels que je transportais désormais partout. Tante Béatrice a commencé à citer agressivement les Écritures, me disant d'honorer mon père et ma mère. Elle a dit qu'avec mon salaire massif de médecin, c'était mon devoir moral absolu de subvenir aux besoins de mes parents biologiques, quels que soient leurs actes. J'ai ri d'un rire sec, sans humour, terrifiant. J'ai jeté le tas massif de papier sur la table basse en verre. Le bruit sourd et lourd les a tous fait sursauter sur leur siège. J'ai pointé les documents du doigt et j'ai dit à Béatrice que c'étaient les reçus indiscutables, 12 000 $ de factures d'électricité payées par mes soins sur 3 ans, le remboursement de la dette de jeu de 40 000 $ que j'avais financée pour empêcher la banque de saisir la maison. Les documents officiels de refinancement de l'hypothèque prouvant que mon nom et mon score de crédit étaient les seules choses qui les empêchaient de vivre dans un refuge pour sans-abri. J'ai regardé Béatrice droit dans les yeux et je l'ai mise au défi, je lui ai demandé de sortir son chéquier immédiatement, en lui disant que la facture d'électricité était due dans exactement 3 jours, qu'elle s'élevait à 412 $, et que si elle tenait tant à la charité chrétienne, elle pouvait la payer aujourd'hui. Béatrice a reculé d'un pas rapide, le visage rouge, bafouillant des excuses pathétiques sur le fait qu'elle avait des revenus fixes et que ce n'était pas sa responsabilité. J'ai tourné mon attention vers la caméra que tenait Pénélope et j'ai affiché un sourire éclatant et prédateur. Je lui ai dit de s'assurer de bien mentionner mes comptes de réseaux sociaux dans la vidéo pour que tous nos amis et membres de la famille commun puissent voir exactement qui payait pour l'addiction au jeu pathétique de Félix alors qu'il refusait de travailler. Je suis monté à l'étage, les laissant dans un vide de silence stupéfait. La cavalerie était arrivée avec sa supériorité morale, avait réalisé qu'elle apportait des pistolets à eau dans un combat de chars, et avait immédiatement capitulé. But the real terrifying twist happened late that night in the dark. Mon téléphone a vibré doucement sur ma table de chevet avec une demande de message direct sur Instagram. C'était de Diana, l'ex-fiancée de Félix. Ils s'étaient séparés il y a 4 ans dans des circonstances très mystérieuses. Ma famille avait toujours prétendu qu'elle était une folle autoritaire et manipulatrice qui lui avait brisé le cœur. J'ai prudemment accepté la demande de message. Diana a écrit, « Harrison, j'ai vu la vidéo délirante de Pénélope sur sa story. Je vois que tu as enfin coupé le cordon ombilical. C'est bien. Tu mérites de vivre ta vie, mais tu dois faire très attention à toi en ce moment. Sérieusement. » J'ai répondu rapidement, lui demandant ce qu'elle entendait par là. J'ai laissé tomber mon téléphone sur les draps. Je me sentais physiquement malade. Une marge de crédit sur valeur personnelle. S'il contractait un prêt hypothécaire massif et prédateur sur la valeur restante de la maison pour financer les délires de Félix, puis qu'il se retrouvait en défaut de paiement, la banque saisirait la maison. Et comme mon nom était légalement lié au titre de propriété et à l'hypothèque principale, je serais tenu pour responsable financièrement. Il détruirait mon score de crédit impeccable et me ruinerait en même temps qu'eux. Mes mains tremblaient violemment en ouvrant mon ordinateur portable. J'ai immédiatement payé pour un service de protection de l'identité. J'ai vérifié mes propres dossiers. Mon dossier de crédit personnel était verrouillé et totalement propre. Aucune demande non autorisée.
Puis j'ai fait quelque chose de désespéré et de techniquement illégal, mais je devais savoir. Je connaissais le mot de passe par défaut de mon père pour tout. C'était le même depuis 2010. Je me suis connecté aux principaux bureaux de crédit sous son nom et j'ai répondu à ses questions de sécurité. L'écran s'est chargé et l'information est apparue, en noir et blanc, 2 demandes récentes de crédit ferme. Demande 1, Shark Fin Mortgage Solutions. Demande 2, Quick Cash Lender LLC. Il recherchait activement des prêts prédateurs. Le genre de prêts horribles avec des taux d'intérêt de 30% qui ciblent spécifiquement les personnes désespérées au crédit détruit, en utilisant la maison comme garantie. Félix manipulait avec succès mes parents pour leur faire parier le toit même qu'ils avaient sur la tête pour ses délires. J'ai fixé l'écran lumineux, écoutant les sons étouffés et frénétiques de leur dispute en bas dans le noir. J'ai compris avec une clarté absolue que je n'avais plus seulement affaire à de l'arrogance et de la paresse. J'avais affaire à des prédateurs financiers désespérés, et ils s'apprêtaient à m'entraîner en enfer avec eux, m'enchaînant à un navire en train de couler. J'avais besoin d'un avocat impitoyable. Je devais retirer mon nom de ce titre de propriété à tout prix. Mais une bataille juridique prendrait des mois d'audience au tribunal, et je n'avais pas des mois. J'avais besoin d'un miracle ou d'une catastrophe massive pour débloquer la situation. Je ne le savais pas encore, mais alors que j'étais assis dans le noir à planifier ma fuite, Félix s'apprêtait à m'offrir la catastrophe exacte dont j'avais besoin sur un plateau d'argent. Je pensais que le pire était passé. Je pensais que sécuriser mes propres comptes bancaires et verrouiller la porte de ma chambre suffisait à me protéger de mon propre sang. Je me trompais lourdement et dangereusement. J'ai passé les 48 heures qui ont suivi l'avertissement glaçant de Diana dans un état d'hypervigilance. Je savais que mes parents essayaient désespérément d'obtenir un prêt prédateur sur la valeur de la maison. Je savais qu'ils étaient prêts d'utiliser mon nom, mon score de crédit impeccable et mon avenir financier pour que mon frère garde son confort. Mais connaître leur plan et l'arrêter légalement étaient 2 choses totalement différentes. J'avais besoin d'un catalyseur. J'avais besoin qu'ils franchissent une ligne si indéniablement criminelle que je puisse couper les derniers ponts sans une bataille juridique de plusieurs mois sur le titre de propriété. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Le point culminant de mon cauchemar est arrivé un jeudi après-midi, de manière totalement imprévue. J'avais quitté l'hôpital plus tôt parce que le système de la pharmacie était arrêté pour une maintenance planifiée, et le docteur Herry avait dit au cadre que nous pouvions rentrer chez nous. Je n'ai pas envoyé de SMS à ma mère pour lui dire que je rentrais. J'ai juste conduit. Quand je suis arrivé dans le quartier, je me suis garé à 2 pâtés de maison. Appelez cela de l'instinct ou de la paranoïa, mais mon intuition me disait de ne pas annoncer mon arrivée. J'ai fait le reste du chemin à pied, en restant sur le bord du trottoir, et je me suis glissé discrètement par le portail latéral pour entrer dans le jardin. Je suis entré par la porte vitrée arrière. La maison était étrangement silencieuse. La télévision ne hurlait pas. Le clic agressif habituel du clavier de jeu mécanique de Félix était totalement absent. J'ai enlevé mes chaussures et j'ai marché silencieusement en chaussettes sur le parquet, me dirigeant vers les escaliers. En atteignant le palier du 2e étage, mon cœur s'est arrêté net dans ma poitrine. La porte de ma chambre, ma porte solidement fortifiée par une serrure numérique de qualité commerciale, était complètement bousillée. Le cadre en bois épais était violemment fendu. Des morceaux de pain pointus étaient éparpillés sur le tapis du couloir. Le clavier métallique lourd pendait mollement par quelques fils internes. Le mécanisme de verrouillage avait été totalement forcé par la force brute. Quelqu'un avait pris un outil lourd, probablement un pied de biche sur l'établi du garage de mon père, et avait systématiquement détruit le cadre de la porte pour s'introduire chez moi. Une vague de panique froide et vive a envahi mes veines, instantanément remplacée par une rage aveuglante et primaire. J'ai poussé la porte dévastée. Félix était à l'intérieur de mon sanctuaire. Il était assis nonchalamment sur le bord de mon matelas. Mon ordinateur portable professionnel coûteux était ouvert sur ses genoux. À côté de lui, mon coffret de montre en bois et un petit coffre-fort contenant les boutons de manchette antiques en or de ma grand-mère avaient été vidés sur la couette. Il était en train de fouiller activement dans mes objets de valeur personnelle. Un son que je ne me savais pas capable de produire s'est échappé de ma gorge. C'était un cri guttural et furieux. J'ai exigé de savoir ce qu'il fabriquait, bon sang. Félix a sursauté si violemment que mon ordinateur a glissé de ses genoux pour s'écraser sur le sol. Il s'est retourné, le visage pâle d'une terreur soudaine. Il a bafouillé, se recroquevillant dans un coin de la pièce,
levant les mains de manière défensive. Il a prétendu qu'il ne m'avait pas entendu entrer. Je me suis jeté à travers la pièce, je l'ai attrapé par le col de son t-shirt taché et je l'ai plaqué contre le mur. J'ai pointé du doigt le cadre de porte brisé et les bijoux éparpillés. J'ai hurlé, lui demandant s'il était en train de me cambrioler dans ma propre maison. Il s'est mis à pleurer instantanément et des larmes fausses, pathétiques et manipulatrices. Il a juré qu'il ne me volait pas. Il a prétendu qu'il avait désespérément besoin d'emprunter mon ordinateur parce que le sien était tout slow avec le forfait internet de base auquel je les avais rétrogradés. Il a eu l'audace absolue de me regarder dans les yeux et de dire qu'il essayait juste de postuler à des emplois en ligne et qu'il faisait exactement ce que je voulais qu'il fasse. Je l'ai traité de menteur en face. J'ai pointé du doigt les boutons de manchette en or qui brillaient sur le lit. Je lui ai demandé s'il postulait à des emplois au salaire minimum en utilisant les bijoux vintage de ma grand-mère. Il a crispé son visage dans ce masque familier et écœurant de pure victime. Il a crié que je supposais toujours le pire à son sujet. Il a pleuré qu'il était désespéré, que je les avais affamés, que j'avais coupé Internet, et que je l'avais forcé à faire cela parce que j'étais un tyran cruel. À ce moment précis, ma mère est apparue dans l'encadrement de la porte, complètement essoufflée. Elle n'avait pas fait de sieste. Elle faisait le guet en bas et avait manqué mon arrivée parce que j'étais passé par derrière. Elle n'a pas regardé la porte fracassée. Elle n'a pas regardé les objets de valeur éparpillés. Elle s'est précipitée dans la pièce, s'est interposée physiquement entre Félix et moi, et m'a repoussé. Elle m'a hurlé d'arrêter de terroriser son fils. Elle a affirmé qu'il faisait une grave crise de panique. J'ai brandi le clavier métallique brisé, les fils pendant de ma main. J'ai crié qu'il s'était introduit par effraction dans ma chambre verrouillée et qu'il avait tenté de commettre un vol qualifié. Je lui ai dit que j'appelais la police sur le champ et que je portais plainte pour cambriolage. Le visage de ma mère s'est transformé en quelque chose de véritablement démoniaque. Elle a pointé son doigt vers ma poitrine et m'a mis au défi d'appeler les flics. Elle a protégé Félix de son corps et a justifié le crime sous mes yeux. Elle a dit que Félix avait fait une petite erreur. Elle a affirmé qu'il cherchait simplement quelque chose à mettre au gage pour payer la facture d'électricité que j'avais égoïstement refusé de payer. Elle m'a regardé avec une haine pure et a dit qu'il essayait d'aider la famille à survivre à l'abus financier que je leur faisais subir. J'ai fixé ma mère. Cette logique tordue et labyrinthique était étouffante. Il me cambriolait pour payer les factures que j'avais arrêté de payer parce qu'il refusait de travailler, et d'une manière ou d'une autre, j'étais le méchant pour avoir sécurisé mes biens. C'était le serpent qui se tournait contre sa propre queue. J'ai regardé ma mère et je lui ai dit la vérité terrifiante, je lui ai dit qu'elle l'avait laissé faire, qu'elle avait fait le guet pendant qu'il détruisait mes affaires. Elle a croisé les bras, totalement impitoyable. Elle a dit qu'ils devaient survivre et que je ne leur avais pas laissé le choix. J'ai regardé le bois éclater sur le sol. J'ai regardé Félix, qui essuyait maintenant ses fausses larmes sur sa manche, souriant légèrement derrière l'épaule de sa mère. J'ai regardé ma mère, dont les yeux étaient durs et totalement dénués d'amour maternel pour moi. J'ai compris à ce moment-là que je n'étais pas en sécurité ni financièrement, ni émotionnellement, et désormais ni physiquement. Une serrure commerciale ne suffisait pas. Une limite ne suffisait pas. On ne peut pas construire un mur assez haut pour empêcher les rats d'entrer si les rats vivent déjà dans les fondations. J'ai laissé tomber le clavier cassé. La rage incandescente s'est évaporée, ne laissant qu'un vide glacial et calculateur. J'ai dit, d'accord. Ma voix était étrangement calme, la voix d'un professionnel annonçant un diagnostic terminal. J'ai calmement ramassé mon ordinateur portable sur le sol. J'ai rangé les montres et les boutons de manchette en or dans mon sac en cuir. La posture de ma mère a légèrement fléchi. Une lueur d'inquiétude a traversé ses yeux. Elle m'a demandé où j'allais. J'ai passé le sac sur mon épaule et je lui ai dit que je retournais à l'hôpital pour un service d'urgence. Félix a reniflé bruyamment et a demandé d'une voix légèrement tremblante si j'allais appeler la police. Je l'ai regardé avec des yeux complètement morts. Je lui ai dit que non. Je lui ai dit qu'appeler la police serait une tentative de le redresser, de lui donner une leçon, et que j'avais définitivement fini d'essayer de le réparer. Je suis sorti de cette maison et je n'ai plus jamais passé une seule nuit sous ce toit. Je ne suis pas allé travailler. J'ai conduit ma voiture directement vers un complexe d'appartements de luxe hautement sécurisé situé juste en face de l'hôpital. Je l'avais visité des mois auparavant lors d'un moment de rêverie. Je suis entré directement dans le bureau de location,
je me suis assis en face de la gestionnaire et je lui ai dit que j'avais besoin d'un appartement aujourd'hui. Emménagement immédiat. Elle a regardé mon apparence légèrement désordonnée, puis a regardé la carte de crédit Platinum que j'ai posée fermement sur son bureau. Elle a consulté son inventaire et m'a dit qu'elle avait un appartement d'une chambre haut de gamme au dernier étage avec un balcon donnant sur le parc de la ville. Je n'ai même pas demandé le prix. Je lui ai dit que je le prenais et j'ai payé 6 mois complets d'avance en espèces. J'ai signé le bail, j'ai récupéré les clés métalliques lourdes et je suis allé directement dans un magasin de bricolage. J'ai acheté 50 cartons de déménagement solide et du ruban adhésif. Je n'allais pas passer des semaines à me disputer pour savoir à qui appartenait quoi. J'allais disparaître comme un fantôme dans la nuit. Pendant les 3 jours suivants, j'ai mené une double vie parfaitement orchestrée. Je dormais dans mon nouvel appartement de luxe. Pendant la journée, alors que mes parents étaient absents au club de sport pour seniors et que Félix dormait profondément jusqu'à 15 heures, je retournais à la maison. Je me garais plus bas dans la rue pour que ma voiture ne soit pas visible depuis les fenêtres. Je pénétrais à l'intérieur et je déménageais ma vie carton par carton. Je n'ai emporté aucun grand meuble, c'était trop lourd et cela ferait trop de bruit. Je n'ai pris que ce qui comptait, mes documents financiers importants, ma vaste garde-robe, mes photos de famille et les appareils de cuisine coûteux que j'avais achetés avec mon propre argent. Je l'ai apporté dans mon nouveau sanctuaire. L'atmosphère dans la maison pendant ces 3 jours était survoltée. Mon père était rentré à la maison vendredi avec une liasse massive d'argent liquide. J'ai supposé à juste titre qu'il avait réussi à obtenir l'un de ses prêts sur salaire prédateur à un taux d'intérêt astronomique. Le réfrigérateur était soudainement à nouveau rempli de viande de qualité. Félix planait sur cette rentrée d'argent soudaine, se vantant bruyamment qu'il allait investir dans une nouvelle configuration de streaming pour enfin devenir viral. Je suis resté complètement silencieux. Je n'ai pas demandé d'où venait l'argent. Je ne les ai pas avertis du taux d'intérêt écrasant de 30% qui allait les détruire en quelques semaines. J'ai juste continué à emballer mes cartons. Le dimanche soir, exactement une semaine après le dîner explosif de l'ultimatum, je me tenais au milieu de ma chambre d'enfance complètement vide. Le placard était nu. Les tiroirs étaient vides. Les seules choses qui restaient étaient le lourd cadre de lit en bois et le matelas, que j'ai abandonné avec joie. Je me suis assis au comptoir de la cuisine en bas pour la toute dernière fois. J'ai sorti une feuille de papier à lettres de qualité et j'ai rédigé un mémo officiel et juridiquement contraignant. On pouvait y lire, à Winston et Martha, à compter d'aujourd'hui, je quitte les lieux. Comme vous l'avez répété à maintes reprises, je ne suis qu'un invité toxique dans votre maison, et mes tentatives de gestion du foyer n'étaient pas les bienvenues. Vous trouverez ci-joint la liste complète de tous les comptes de services publics et d'abonnements actuellement à mon nom que j'ai définitivement fermés. Les relevés de l'hypothèque arriveront désormais directement à cette adresse. Ne me contactez pas pour de l'argent. Ne me contactez pas pour obtenir de l'aide. Ne me contactez pas quand l'argent du prêt prédateur sera épuisé. Vous vouliez que Félix soit la seule priorité. Maintenant, il est l'unique priorité. Adieu. J'ai placé le mémo sur le comptoir en granit, juste à côté de ma clé de maison. Il était 4 heures du matin. La maison était complètement silencieuse, à l'exception du ronronnement sourd du réfrigérateur refroidissant les steaks achetés avec du temps emprunté. J'ai regardé les photos de famille encadrées sur le mur du couloir. Une photo de moi souriant fièrement lors de l'obtention de mon doctorat, pensant bêtement que j'allais les rendre fiers. Une photo de Félix tenant un trophée de participation à un tournoi de football de collège. Je n'ai pas ressenti une once de tristesse. Je me sentais complètement léger. Je suis sorti par la porte d'avance, je suis monté dans ma berline de luxe et je suis parti dans la nuit, laissant la bombe à retardement de leur propre incompétence financière exploser sans moi. Se réveiller ce premier matin dans mon nouvel appartement de luxe semblait presque illégal. Une lumière du soleil éclatante et chaleureuse traversait les immenses baies vitrées allant du sol au plafond, frappant le parquet impeccable. Je suis resté parfaitement immobile dans mon nouveau lit, les muscles tendus, attendant instinctivement les bruits de mon supplice. J'attendais les pas lourds de Félix exigeant de la nourriture, la sonnerie stridente du téléphone fixe d'une agence de recouvrement, ou le soupir passif-agressif de ma mère devant ma porte. Silence absolu. Le seul bruit au monde était le ronronnement doux et efficace de la climatisation centrale et le bruissement lointain et apaisant de la circulation urbaine bien plus bas. Je suis entré dans ma cuisine impeccable, je me suis préparé une tasse de café de qualité supérieure et je me suis tenu sur mon balcon privé en observant la ligne d'horizon.
Cela avait le goût d'une victoire pure et sans mélange. Puis j'ai désactivé le mode avion de mon smartphone. L'appareil a vibré si violemment contre le comptoir en granit qu'on aurait dit un frelon en colère. Les notifications ont défilé sur l'écran en une cascade rapide de pure panique. Ma mère avait envoyé un SMS à 6h30 pour demander si j'étais parti tôt au travail. Mon père avait envoyé un SMS à 7h pour exiger de savoir si la clé sur le comptoir était une mauvaise blague. Félix avait envoyé un SMS à 7h20 me disant d'arrêter de jouer parce qu'il n'avait plus de lait. À 8h, mon père menaçait d'appeler la police pour signaler une disparition si je ne répondais pas immédiatement à ses appels. Je n'ai pas paniqué. Je me suis assis sur mon canapé en cuir moelleux, j'ai siroté mon café et j'ai écrit un message unique, d'une précision juridique rigoureuse, sur le groupe de chat familial. J'ai écrit « Je n'ai pas disparu. J'ai déménagé. Je suis en parfaite sécurité. N'appelez pas la police, sinon je leur remettrai volontiers les photographies des dégâts causés à la porte de ma chambre et je porterai plainte officiellement pour tentative de vol de mes objets de valeur. Je vous contacterai strictement pour le retrait légal de mon nom du titre de propriété en temps voulu. D'ici là, vous devez vous débrouiller seul. Je ne les ai pas bloqués. J'avais besoin de conserver un historique méticuleux de leur spirale infernale pour ma propre protection juridique. Mais j'ai utilisé la fonction de sourdine, réduisant au silence le bruit numérique de leur effondrement. Le premier mois s'est déroulé dans un flou glorieux de reconstruction tranquille pour moi et de désintégration rapide et catastrophique pour eux. Je savais exactement ce qui se passait, non pas parce que je répondais, mais parce que leurs messages vocaux paniqués racontaient l'histoire d'une déchéance inéluctable. La première semaine a été marquée par la colère et des négociations pathétiques. Mon père a laissé un message vocal tonitruant me proposant d'accepter gracieusement $500 par mois pour le loyer si je revenais et présentais mes excuses à Félix pour l'avoir abandonné. Je l'ai supprimé instantanément. La deuxième semaine a été celle de la confusion pure et de la défaillance technique. Ma mère a laissé un message vocal frénétique et en larmes, le portail de l'hypothèque exigeait un code d'authentification à 2 facteurs envoyé sur mon téléphone pour se connecter et effectuer le paiement. Il ne pouvait pas accéder au compte. Elle m'a supplié de rappeler pour qu'ils ne subissent pas de frais de retard. Il connaissait l'adresse physique de la banque, il pouvait facilement envoyer un chèque papier, mais il ne voulait pas payer. Il voulait que je me connecte pour que je voie le solde important et que je paie instinctivement par culpabilité. Je l'ai ignoré. La troisième semaine a été la phase de désespoir. Félix a laissé un message vocal où il semblait complètement maniaque. L'argent du prêt sur salaire avait disparu. Il m'a supplié de lui faire un prêt de dépannage, au taux de change, affirmant que les crypto-monnaies rebondissaient et qu'il avait juste besoin de $2000 pour assurer leur avenir. Il a promis de me rembourser le double. C'était l'appel désespéré d'un junkie cherchant sa dose. J'ai vérifié quotidiennement mon application de surveillance du crédit. Mon score impeccable est resté intact, mais je savais que celui de mon père était en chute libre. À la fin du mois, le ton des messages est passé de l'arrogance outrancière à une terreur primitive et sincère. Ma mère a laissé un message vocal en sanglotant que la compagnie municipale des eaux avait fini par couper l'eau de la maison. Il ne pouvait plus tirer la chasse d'eau. Il vivait dans la saleté. Elle m'a supplié de transférer l'argent de la caution pour rétablir l'eau. J'ai fixé mon téléphone. Je pouvais transférer l'argent en 10 secondes. Je pouvais régler le problème de l'eau. Je pouvais redevenir le sauveur providentiel. Mais un héros qui encourage les travers d'un méchant n'est pas un héros. C'est un complice. J'ai répondu par SMS en envoyant l'adresse d'une salle de sport bon marché au bout de la rue et j'ai suggéré que Félix utilise ses jambes en bonne santé pour s'y rendre à pied et utiliser leur douche pour $10 par mois. Le piège ultime a été tendu à 23h pile un mardi soir. Mon téléphone a sonné bruyamment, contournant mes paramètres, ne pas déranger, car l'appel provenait de la ligne fixe officielle de l'hôpital Merci Général, l'établissement même où je travaillais. J'ai répondu et la voix de ma mère est arrivée, complètement hystérique, brisée par de véritables sanglots d'hyperventilation. Elle a hurlé mon nom et m'a dit que c'était mon père. She said they were in the emergency room. Elle m'a supplié de venir immédiatement. Je lui ai demandé ce qui s'était passé, le professionnel de la santé en moi reprenant le dessus. Elle a pleuré en disant qu'il s'était effondré dans le salon en se tenant la poitrine. Elle a dit qu'il ne pouvait plus respirer, que les médecins effectuaient des électrocardiogrammes d'urgence, puis elle a enfoncé le couteau, elle a sangloté en disant qu'il était tellement stressé par la maison et les dettes,
et que la pression avait fini par détruire son cœur. La culpabilité m'a frappé comme un coup de poing physique à l'estomac. J'ai parcouru les 2 pâtés de maison qui me séparaient de l'hôpital, sprintant à travers les portes coulissantes automatiques des urgences. Je les ai trouvés dans un box de traumatologie séparé par des rideaux. Mon père était assis sur le lit d'hôpital, branché à un moniteur cardiaque. Il avait l'air incroyablement pâle, en sueur et vieux. Ma mère lui serrait la main en pleurant bruyamment. Félix était assis dans un coin sur une chaise en plastique, faisant défiler agressivement l'écran de son téléphone, l'air totalement indifférent à la situation. Je me suis précipité au chevet de mon père, le cœur battant dans les oreilles. J'ai attrapé sa main et lui ai demandé s'il allait bien. J'ai demandé ce qu'avait dit le cardiologue de garde. Mon père ne m'a pas regardé avec les yeux d'un homme face à la mort. Il m'a regardé avec les yeux froids et calculateurs d'un prédateur qui vient de coincer sa proie. Il a murmuré d'une voix faible, « Tu es venu ?» Ma mère a répondu à sa place, sa voix devenant soudainement tranchante et accusatrice. Elle a déclaré qu'il s'agissait d'une grave crise de panique provoquée par une hypertension sévère. Elle a dit que le médecin lui avait strictement ordonné d'éliminer immédiatement tout souci financier de sa vie, sous peine de subir une crise cardiaque mortelle lors de la prochaine alerte. Elle m'a regardé fixement, les yeux brûlants de manipulation. Éliminer les soucis, Harrison. Tu dois lui sauver la vie. Mon père m'a serré la main. Sa poigne était étonnamment forte pour un homme mourant. De sa main libre, il a plongé dans le sac en plastique contenant ses affaires personnelles posées sur la table de chevet. Il n'a pas sorti un dossier médical. Il a sorti une liasse épaisse d'enveloppes juridiques froissées. Il a haleté de manière théâtrale, me tendant les papiers. Il a dit qu'il ne pouvait plus supporter les appels des agences de recouvrement. Il m'a supplié de régler ça. Et puis, il m'a regardé droit dans les yeux et a proféré la menace ultime, « Si je meurs, Harrison, mon sang sera sur tes mains. » J'ai d'ailleurs regardé les papiers dans ma main, avis final de défaut de paiement, avertissement de coupure d'électricité, et juste au milieu, un contrat épais de Quick Cash Lander LLC. Il s'agissait d'une demande pour une marge de crédit importante sur la valeur de la maison avec un taux d'intérêt de 35%. Et au bas de la page de signature, il y avait une ligne vierge exigeant un co-signataire au crédit excellent. Mon nom était imprimé sous la ligne. J'ai regardé le moniteur cardiaque. Son rythme cardiaque était parfaitement régulier et sain, à 72 battements par minute. J'ai regardé Félix, qui n'avait même pas pris la peine de mettre sa partie de jeu mobile sur pause pour prendre des nouvelles de son père mourant. Et enfin, j'ai de nouveau regardé l'homme dans le lit. Il ne faisait pas de crise cardiaque. Il jouait une pièce de théâtre. Il tenait sa propre condition de mortel en otage, utilisant mon lieu de travail professionnel comme scène pour me forcer à renoncer à ma liberté financière. Cette prise de conscience m'a frappé comme un seau d'eau glacée. La culpabilité s'est instantanément évaporée, remplacée par une clarté si acérée qu'elle aurait pu couper du verre. J'ai lentement lâché sa main. J'ai fait un pas en arrière. Ma voix tremblait légèrement, non pas de tristesse, mais d'une rage absolue et contenue. J'ai dit, « Je suis si heureux que ton cœur soit en bonne santé, papa. » Ma mère a poussé un cri, outrée que je ne tombe pas à genoux en signe de soumission. Elle a exigé que je prenne les factures et que je signe les papiers de caution pour qu'il puisse se reposer. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit, « No », le box entouré de rideaux est devenu d'un silence de mort et assourdissant. Même Félix a arrêté de tapoter sur son écran. Mon père a instantanément abandonné son rôle de mourant. Il s'est assis bien droit, la couleur remontant aux joues, et d'une voix forte, il a exigé de savoir ce que je venais de dire. Je n'ai pas reculé. Je lui ai dit que j'étais pharmacien, pas banquier, que je ne pouvais pas soigner ses dettes. J'ai déclaré que si le médecin lui avait ordonné de réduire son stress, la seule solution logique était de vendre la maison immense qu'il n'avait pas les moyens de payer et de couper complètement les ponts avec le parasite de 28 ans assis dans le coin. Je lui ai dit que je n'étais pas la source de son stress, mais que ses propres délires l'étaient. Mon père est devenu purple de rage. Il a hurlé que j'étais un ingrat qui le laisserait crever dans la rue pour des questions d'argent. J'ai affiché un sourire froid et terrifiant. L'heure de l'exécution avait sonné. « Tu ne vas pas mourir, papa ?» ai-je dit, ma voix couvrant le bruit des urgences. « Tu manipules les gens, et ton plan a échoué il y a des semaines. » J'ai plongé la main dans la poche de ma veste et j'ai sorti une simple feuille de papier. Je l'ai dépliée et je l'ai posée délicatement sur le contrat de prêt prédateur.
Tu vois, quand j'ai compris que vous cherchiez des prêts prédateurs sur la maison, je ne me suis pas contenté de verrouiller mon crédit, ai-je expliqué calmement. J'ai contacté le principal organisme de crédit hypothécaire. Je les ai informés que la propriété avait été libérée par l'un de ses copropriétaires et que les résidents restants n'avaient absolument aucun revenu vérifiable pour entretenir le bien. Comme vous n'avez pas payé un seul centime de l'hypothèque depuis 3 mois, la banque a accéléré la procédure de défaut de paiement. Et comme j'ai refusé de couvrir les arriérés pour vous protéger, j'ai officiellement déposé une demande de partage judiciaire auprès du tribunal de Comté mardi dernier. Mes parents m'ont fixé, la bouche grande ouverte sous l'effet d'un choc complet. Ils ne comprenaient pas le terme juridique, mais ils comprenaient le ton. Une procédure de partage, ai-je clarifié, savourant l'horreur absolue qui se peignait sur leur visage, est une ordonnance judiciaire forçant la liquidation et la vente immédiate d'une propriété détenue conjointement pour rembourser la dette en suspens. Vous ne pouvez pas utiliser la valeur de la maison. Vous ne pouvez pas contracter de prêt. La maison est officiellement en cours de saisie et le tribunal ordonne sa vente. Vous avez 20 jours avant que la banque ne vous expulse physiquement. Mon père s'est affalé contre les oreillers, toute force quittant son corps. Le piège qu'il avait méticuleusement tendu s'était refermé sur son propre cou. J'ai regardé Félix, qui me fixait désormais avec des yeux grands et terrifiés, réalisant que son confort gratuit était définitivement terminé. Je lui ai dit de se trouver un travail dès demain parce que ses parents allaient bientôt se retrouver à la rue. J'ai tourné les talons et je suis sorti du box d'urgence. Ma mère a hurlé mon nom, me suppliant de revenir, m'ordonnant de ne pas abandonner ma famille. J'ai continué à marcher. J'ai franchi les portes automatiques, je suis sorti dans l'air frais de la nuit, et j'ai pris la plus profonde et la plus propre inspiration de toute ma vie. Faisons une pause un instant. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Vous êtes vraiment formidable. S'il vous plaît, aidez-moi en aimant la vidéo et en commentant le chiffre ci-dessous pour que je sache que vous m'avez accompagné jusqu'à ce point. Cela permet non seulement à plus de personnes de découvrir cette histoire, mais cela me montre aussi que mes expériences ont du sens pour quelqu'un. Votre soutien est ma plus grande motivation pour continuer à partager la suite de ce parcours. 2 semaines plus tard, la dure réalité du système juridique s'est abattue sur eux avec la force d'un train de marchandises. Comme mon nom était solidement inscrit sur le titre de propriété d'origine, mon avocat en immobilier impitoyable, Monsieur Carmichael, a mené la procédure de partage avec une précision chirurgicale. Nous ne leur avons pas laissé le moindre espace pour respirer, négocier ou manipuler les délais. Je suis arrivé à la maison de mon enfance par un jeudi matin pluvieux. Je ne suis pas venu seul. J'ai amené Monsieur Carmichael et Fiona, une agente immobilière très agressive spécialisée dans les propriétés en difficulté et les saisies rapides. J'ai utilisé ma lourde clé en laiton pour ouvrir la porte d'entrée pour la toute dernière fois. L'odeur qui nous a frappés était absolument horrible. C'était nettement pire que le jour de mon départ parce que l'eau courante et l'électricité municipale avaient été coupées depuis des semaines. La maison sentait le moisi profond, la nourriture pourrie dans le réfrigérateur éteint et le désespoir absolu. L'intérieur était plongé dans l'obscurité totale, éclairé seulement par la lumière grise du jour filtrant à travers les stores sales. J'ai appelé dans le noir. Ma mère est lentement sortie de l'ombre de la cuisine. Elle avait l'air incroyablement émaciée, la peau pâle et cireuse, les cheveux sales et attachés en un chignon désordonné. Elle tenait une lampe de poche en plastique bon marché. Elle m'a regardé, les yeux dénués de leur étincelle arrogante habituelle, et a murmuré, « Harrison, est-ce que tu as apporté de la nourriture ?» C'était un spectacle pathétique qui aurait brisé le cœur d'un homme plus faible. Mais le mien s'était transformé en pierre à leur égard. Je suis resté de marbre. Je l'ai regardé et j'ai dit, « Non, maman. » J'ai apporté une solution définitive. Mon père est arrivé du salon. Il portait un lourd manteau d'hiver à l'intérieur car la maison était glaciale. Il avait l'air entièrement vaincu, roi déchu dans un château en ruine. Il m'a fusillé du regard et a craché d'une voix rauque, « C'est toi qui nous as fait ça. Tu as détruit cette famille. » Je n'ai pas haussé le ton. J'ai simplement secoué la tête. Non, papa. Ce sont les mathématiques de base qui ont fait ça. Voici Monsieur Carmichael, mon avocat, et voici Fiona, l'agente immobilière. La banque prend possession de cette maison dans exactement 10 jours. Nous procédons à la vente d'urgence aujourd'hui. Mon père a bombé le torse, tentant un ultime sursaut d'autorité. Il a crié qu'il ne vendrait absolument pas sa maison.
Il a affirmé que Félix avait une piste sérieuse sur un investissement crypto et qu'ils auraient l'argent d'ici vendredi. J'ai répliqué, lui coupant la parole, Félix n'a absolument rien. Si nous mettons la maison en vente aujourd'hui à un prix sacrifié, nous pourrons rembourser les arriérés d'hypothèque, effacer les prêts prédateurs, et vous repartirez peut-être avec une petite somme. Si vous attendez obstinément 10 jours, la banque saisit le bien, vous perdez absolument tout et vous finissez par dormir sur le trottoir avec une expulsion et une saisie qui détruiront définitivement votre dossier. Signez les documents de mise en vente tout de suite. À ce moment-là, Félix est apparu en haut des escaliers. Il avait l'air squelettique, drapé dans une couverture sale. Le manque d'internet et de restauration rapide l'avait vieilli de 5 ans en un mois. Il m'a regardé et m'a demandé, la voix tremblante, si j'avais un partage de connexion Wi-Fi mobile auquel il pourrait se connecter parce que son forfait de données cellulaires venait d'expirer. J'ai levé les yeux vers lui, l'enfant prodige adoré, le prince du château, régnant désormais sur un royaume misérable d'air glacial et d'obscurité totale. Je lui ai dit que c'était fini. Je lui ai dit d'emballer ce qui tenait dans un sac poubelle parce que la maison n'existait plus pour eux. Mon père a baissé les yeux vers l'épaisse liasse de documents juridiques que Fiona avait étalés sur la table de la salle à manger poussiéreuse. Il a regardé autour de sa maison sombre et glaciale. Il a regardé sa femme, qui grelottait violemment dans son châle. L'illusion terrifiante qu'il contrôlait la situation s'est enfin effondrée. Il a réalisé que le bluff avait été dévoilé et que j'avais un jeu imbattable. Il s'est assis lentement sur la chaise en bois, a pris le stylo noir et a signé l'autorisation. Sa main tremblait si fort qu'il pouvait à peine tracer les lettres. La maison s'est vendue incroyablement vite à une société d'investissement payant au comptant, spécialisée dans la rénovation de biens immobiliers en difficulté. C'était un marché favorable aux vendeurs et, malgré l'odeur horrible et le manque d'entretien, la structure de base de la propriété était solide. Le processus de clôture légale dans le bureau du centre-ville de M. Carmichael a ressemblé à des funérailles sans corps. J'ai géré toute la paperasse complexe. J'ai même payé une équipe de nettoyage professionnelle de ma poche pour évacuer les déchets et rendre l'endroit légalement présentable pour la remise des clés, considérant cela comme le dernier frais nécessaire à ma liberté permanente. Lorsque le chèque de règlement final est arrivé de la société de séquestre, le bilan était incroyablement sombre. Après avoir remboursé le solde hypothécaire massif, les milliers de dollars de factures impayées et le prêt sur salaire prédateur que mon père avait désespérément contracté, il restait exactement 12 000 $ de valeur nette. Nous nous sommes réunis dans la salle de conférence stérile aux parois de verre du cabinet d'avocat pour distribuer les fonds restants. Mon père fixait le chèque de banque posé sur la table en acajou comme un chien affamé devant un steak. Il s'est raclé la gorge et a dit d'une voix totalement dépouillée de fierté, « Harrison, nous avons besoin de tout cet argent. Nous en avons besoin pour la caution d'une location. Nous n'avons nulle part où aller. » Je l'ai regardé calmement et j'ai dit, « Je le sais. Prenez-le. » J'ai pris le stylo et j'ai officiellement signé ma part légale de la valeur de la maison en leur faveur. 6 000 $ qui m'appartenaient de droit. J'ai fait glisser le chèque signé de l'autre côté de la table polie vers ma mère. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai énoncé mes conditions finales. Tenez, c'est le tout dernier centime que vous recevrez de moi dans cette vie. Utilisez-le pour une caution et 6 mois de loyer dans un appartement bon marché. Ne donnez pas un seul dollar de cette somme à Félix. Ma mère a attrapé le chèque, ses mains tremblant violemment. Elle n'a pas dit merci. Elle ne s'est pas excusée. Elle a juste fixé le morceau de papier comme si c'était un masque à oxygène. Elle a demandé doucement, la voix pleine de panique, « Où irons-nous ? Aucun propriétaire ne nous acceptera. Nos vérifications de crédit montreront le défaut de paiement. » J'ai fait glisser une brochure brillante et pliée sur la table. Je vous ai déjà trouvé un endroit. C'est un petit appartement d'une chambre dans le quartier. Ce n'est pas un très bon quartier et l'immeuble est vieux, mais le propriétaire accepte les locataires ayant un mauvais dossier de crédit. Si vous payez 6 mois d'avance en espèces, ce chèque couvre exactement cette période. Après cela, vous serez entièrement livré à vous-même. Félix, qui était resté silencieux dans un coin, a soudainement pris la parole, la voix remplie d'une horreur absolue, « 2 pièces. Où suis-je censé dormir ? Où va mon bureau de streaming ? » Je l'ai regardé avec un mépris pur. Le salon a un canapé pas cher. Où tu peux enfin devenir un adulte, trouver un travail et louer ta propre chambre. Le fast-food de poulet sur la 5e rue recrute désespérément des cuisiniers pour la friteuse. 15 $ de l'heure. J'ai vérifié ce matin.
Félix a regardé frénétiquement ses parents, s'attendant à ce qu'ils le défendent furieusement, qu'ils exigent que je lui achète un appartement de luxe pour lui éviter l'horreur du travail manuel. Mais mon père n'a pas dit un mot. Il a juste fixé le chèque en silence. Le déni ne pouvait plus survivre face à la réalité mathématique. Ils étaient brisés. Mon père a murmuré, les yeux fixés sur la table, « Très bien, nous le prenons ». Je me suis levé, j'ai boutonné ma veste de costume et je les ai raccompagnés jusqu'au parking. Ils conduisaient ma vieille voiture cabossée, celle-là même que Félix avait emboutie, arborant toujours le pare-choc fixé avec des colliers en plastique. Je me suis arrêté au bord du trottoir. « Au revoir, maman. »« Au revoir, papa. » Mon père a refusé de me regarder. Il a attrapé la poignée de la portière et a marmonné avec amertume, « Tu es un homme froid et sans cœur, Harrison. » Je ne sais pas comment nous avons pu élever un tel monstre. J'ai souri paisiblement. « Tu ne m'as pas élevé, papa. Je me suis élevé tout seul pendant que tu étais occupé à faire de Félix un raté dépendant. » Je suis resté sur le trottoir et je les ai regardés s'éloigner dans la circulation de l'après-midi. J'ai senti une larme chaude couler sur ma joue, mais ce n'était pas une larme de tristesse ou de deuil pour la famille que j'avais perdue. C'était un soulagement pur et sans mélange. La lourde chaîne avait enfin disparu. Cela fait exactement 1 an que je suis sorti de ce bureau d'avocat et que j'ai fermé le chapitre le plus sombre de ma vie. La transition n'a pas été un remède magique et instantané. Je suis toujours une thérapie intensive 1 fois par semaine. Mon thérapeute et moi parlons beaucoup du concept de la limite. Nous avons discuté de l'illusion toxique du sauvetage. J'ai passé toute mon enfance et ma vingtaine à croire que l'amour signifiait sauver les gens de leurs propres actes. Je pensais que si je les sauvais de la faillite, de la tristesse, des conséquences de leurs propres décisions horribles, ils finiraient par m'aimer et m'estimer. Mon thérapeute m'a regardé lors de notre première séance et a dit quelque chose qui a changé ma vie. « Harrison, vous ne pouvez pas sauver des personnes profondément dépendantes de leur propre destruction. Vous ne pouvez que vous noyer dans l'océan avec elles. » J'ai enfin arrêté de nager et je ne me suis pas noyé. J'ai prospéré. Mon score de crédit se situe magnifiquement à un niveau parfait de 8 cents. Mes portefeuilles d'investissement augmentent rapidement et j'ai récemment fait l'acquisition d'une belle maison de ville moderne dans un quartier fantastique. Ma carrière a décollé. Le docteur Herry a tenu sa parole et je suis désormais directeur de la pharmacie clinique à l'hôpital, à la tête de mon propre service. Mais la meilleure partie de ma nouvelle vie n'est pas l'argent ni le titre. C'est Clara. J'ai rencontré Clara il y a 6 mois. C'est une architecte indépendante et brillante qui insiste pour partager l'addition au restaurant. Lors de notre 3e rendez-vous, sa voiture a eu un pneu crevé sur l'autoroute. Mon cœur a immédiatement commencé à s'emballer. Le vieux programme s'est activé. J'ai instinctivement cherché mon portefeuille, me préparant à payer une dépanneuse haut de gamme et à m'excuser pour le désagrément, agissant comme le bouclier financier. Clara a doucement posé sa main sur la mienne et a repoussé mon portefeuille. Elle m'a regardé d'un air confus et a dit, « Harrison, qu'est-ce que tu fais ? » J'ai une assistance routière premium dans mon contrat d'assurance. Range ton argent, je gère la situation. Je me suis assis sur le siège passager et j'ai failli éclater en sanglots. C'était la chose la plus incroyablement attirante et valorisante que l'on m'ait jamais dite. Elle ne voulait pas de mon portefeuille, elle voulait simplement ma compagnie pendant que nous attendions la dépanneuse. Voilà à quoi ressemble un amour sain. J'entends toujours des rumeurs sur ma famille par le bouche à oreille. J'ai débloqué ma tante Béatrice sur Facebook uniquement pour surveiller le désastre à distance de sécurité. Ils survivent, mais tout juste. La tension artérielle de mon père est en réalité remarquablement stable aujourd'hui, probablement parce que son crédit est si profondément détruit qu'aucune banque ni aucun prêteur prédateur ne lui donnera jamais un centime pour s'en inquiéter. Et Félix l'univers a un sens de l'ironie brillant, vivre dans un 2 pièces exigu avec 2 parents âgés et rancuniers qui n'ont pas d'argent est une cocotte minute. Félix a été contraint de trouver un travail. Il travaille actuellement à la friteuse dans un fast-food de poulet local. Il déteste chaque seconde de son travail. Il se plaint constamment sur ses comptes de réseaux sociaux privés des horreurs de l'esclavage salarié et de l'injustice de la société envers les créateurs. Mais il travaille. Il transpire devant de l'huile bouillante pour le salaire minimum. Il n'est pas devenu miraculeusement un joueur millionnaire en streaming, mais pour la première fois de ses 29 ans d'existence sur Terre, il paie sa propre facture de téléphone portable.
d'une manière étrange et tordue, mon père avait tout à fait raison ce soir-là à la table du dîner, il m'a dit d'arrêter d'essayer de redresser mon frère. Alors, j'ai complètement arrêté. Et parce que j'ai arrêté de le redresser, de le protéger et de le financer, Félix a enfin dû comprendre comment survivre par lui-même. Thanksgiving est arrivé il y a quelques mois. Par le passé, Thanksgiving était mon marathon personnel de servitude. Je finançais l'intégralité du repas, je cuisinais pendant 2 jours d'affilée, j'arrosais une dinde énorme, je préparais la farce maison, je faisais cuire 3 types de tartes. Je nettoyais la maison de fond en comble, je leur servais à manger pendant qu'ils regardaient le football sur le canapé, puis je lavais chaque assiette pendant qu'ils ronflaient dans leurs fauteuils inclinables. Cette année, ma superbe maison de ville sentait fort l'ail rôti, la sauge fraîche et le vin de qualité, mais l'ambiance était tout à fait différente. J'ai organisé un grand Friendsgiving, un repas de Thanksgiving entre amis. 10 de mes amis les plus proches, y compris Clara, étaient joyeusement réunis autour de ma grande table de salle à manger. Il y avait des rires bruyants, des accolades chaleureuses, et quelqu'un a apporté une tarte à la citrouille bon marché achetée en magasin, et nous avons passé 20 minutes à plaisanter à ce sujet au lieu de juger. Au milieu du dîner, j'ai senti mon téléphone vibrer dans ma poche. Je l'ai sorti sous la table. C'était un message inattendu de ma maman. C'était une photo, un cliché granuleux, mal éclairé et profondément déprimant d'une petite table en stratifie rayée dans une cuisine d'appartement exigu. Il y avait un poulet rôti bon marché et sec du supermarché local dans un récipient en plastique, une boîte de purée de pommes de terre instantanée et des assiettes en carton fragile. Mon père avait l'air émacié et misérable, fixant le mur. Félix avait l'air profondément déprimé, portant toujours son uniforme de restauration rapide graisseux. Sous la photo, le texte disait « Tu nous manques tellement, Harrison. Ce n'est pas pareil sans ta cuisine incroyable et ta présence. Papa est tellement désolé. Félix est tellement désolé. S'il te plaît, appelle-nous. Nous sommes une famille et nous devrions être ensemble pour les fêtes. » J'ai fixé l'écran lumineux pendant une fraction de seconde. La vieille culpabilité profondément ancrée a tenté de remonter dans ma gorge. La voix intérieure a murmuré, « Regarde-les. Ils mangent du poulet de supermarché bon marché dans des assiettes en carton pendant que tu bois du pinot noir de qualité supérieure dans une maison chaleureuse. » Mais je ne suis plus cet homme. J'ai regardé la photo de beaucoup plus près. J'ai zoomé sur le coin inférieur droit de l'image. Juste à côté de l'assiette en carton de Félix. Posé sur la table se trouvait un iPhone flambant neuf, le dernier modèle Pro, celui qui coûte plus de 1000 $. Il travaillait dans un fast-food au salaire minimum, ses parents âgés mangeaient de la purée instantanée dans une boîte en carton, et il avait dépensé ses premiers chèques de paye dans un téléphone de luxe à 1000 $ au lieu de leur acheter un dîner de Thanksgiving décent. Cette prise de conscience m'a envahi comme une brise tiède. Ils n'avaient pas changé du tout. Ils avaient juste réduit l'échelle de leur dysfonctionnement. Ils privilégiaient toujours le luxe de leur enfant prodige adoré au détriment de leur propre survie de base. Si je revenais maintenant, si je les appelais, si je leur envoyais un virement généreux par pitié, je ne les aiderais pas. Je ne ferais qu'acheter un billet de première classe pour remonter à bord du Titanic. Harrison ? J'ai levé les yeux. Clara se tenait à côté de ma chaise, une bouteille de vin à la main, me regardant avec une douce inquiétude. « Est-ce que ça va ? Tu as eu l'air de t'évader un instant. » J'ai regardé son visage doux et aimant. J'ai observé la pièce chaleureuse, sûre et totalement exempte de drame que j'avais bâti de mes propres mains et de mes propres limites. J'ai regardé la nourriture incroyable que j'avais payée, cuisinée, et que j'appréciais maintenant activement. Tout va parfaitement bien. J'ai souri, et je le pensais sincèrement. Je vais super bien. J'ai baissé les yeux vers le téléphone une dernière fois. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas de bloqué le numéro. J'ai simplement balayé la notification pour l'effacer, supprimant complètement le message. « Qui veut encore de la farce ?» ai-je demandé d'une voix forte en levant mon verre. « Moi » a répondu toute la table en chœur, en riant. J'ai mis le téléphone dans ma poche et j'ai joyeusement rejoint le monde des vivants. Je suis passé devant l'ancien quartier l'autre jour en me rendant dans une nouvelle clinique. Je suis passé devant la maison. Une jeune famille y vivait maintenant. Un tricycle rose vif était garé dans l'allée, des fleurs fraîches et éclatantes fleurissaient dans les parterres avant. Les rideaux étaient ouverts, et la maison avait l'air sincèrement heureuse. Il s'avère que la maison n'était pas un gouffre financier,
Elle n'était pas maudite par la mauvaise fortune. Nous étions les fantômes. Ma famille était la pourriture. J'ai garé ma voiture impeccable et sans rayures dans mon propre garage sécurisé. Je suis entré dans ma maison calme et impeccable. J'ai verrouillé la lourde porte d'entrée derrière moi, non pas pour empêcher des gens dangereux d'entrer, mais pour garder ma paix durement acquise en toute sécurité à l'intérieur. Alors, en regardant les ruines du passé, est-ce que je suis allé beaucoup trop loin en exécutant une stratégie juridique impitoyable, forçant la vente de la maison de mon enfance et laissant mes parents avec rien d'autre qu'un chèque de $6 000 et un retour brutal à la réalité? Ou est-ce que laisser la maison s'effondrer était le seul et unique moyen de me sauver de la pourriture intérieure? Avez-vous déjà affronté une situation similaire avec votre propre famille? Avez-vous déjà dû couper les ponts avec les personnes qui étaient censées vous protéger? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Je les lis toutes. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer la suite de l'aventure. Restez fort et protégez votre paix.